Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec ce temps, mesdames et messieurs, on espère que tout va bien. On est ravis de vous retrouver. C'est les vraies voix comme tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h avec Philippe David. Oh, it's very English. Yes. Good evening, Cécile de Ménibus. How are you? I'm very fine. Do you want to listen to an American song? Yes, I'd like to. Go ahead. Et vous savez pourquoi on l'a mise de côté? Non. Parce que l'album est sorti Purple Rain il y a 40 ans hier et aujourd'hui sort en France la version remixée en Dolby Atmos. C'est le must. En Dolby Atmos. Oui, c'est le must de la qualité musicale. D'accord. Avec livret de photos, etc. Il faut être franc, Purple Rain de Prince, ça a quand même un peu révolutionné la musique. Oui, Moi, c'était l'année de mes 18 ans, vous vous rendez compte? Regardez bien sur ma gauche, je crois qu'on a perdu Philippe Bilger. Ah bah il connaît Non, Prince quand au même. contraire, bien sûr. Mais vous savez qu'en dehors de Charlebois, j'apprécie certains chants. Bien vu. Non, on l'embrasse bien entendu, Bien on sûr, plaisantait, Charlebois. mais on l'embrasse, tout à fait. Oh, quoi qu'il en soit, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle maison des vraies voix sur Sud Radio. 0826 300, vous connaissez ce numéro de téléphone. Eh bien, c'est bien de le rappeler à chaque fois. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, Aurélien Pradier qui avait écarté, en tout cas été écarté de la vice-présidence des LR en 2022 pour ses désaccords avec Éric Ciotti sur les sujets des retraites, vient de claquer la porte des Républicains. Pour l'ex-député du Lot, le parti est mort et il n'est plus capable de s'adresser aux Français. Il se représente en tout cas aux législatives sans l'étiquette LR après les divergences liées à l'alliance Éric Ciotti et le RN. Alors, parlons vrai, est-ce que pour vous le RN n'était pas mort depuis les 4% et quelques de Valérie Pécresse en 2022 à la présidentielle? Le LR, pardon. Est-ce qu'il y a une place entre pour le LR, entre le RN et la majorité présidentielle? Et à cette question, la dissolution a-t-elle tué LR? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude, qui ne vous dissoudra pas au téléphone, attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Luc Grasset avec nous, politologue. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Grosse ambiance hier sur TF1 avec un match d'un côté et puis à l'antenne et puis France-Pologne, vous l'avez vu en football. Et puis Attal, Bardella, Bompard en politique. Et débat âpre sur le pouvoir d'achat, les impôts, les retraites, l'immigration notamment. Le Premier ministre et le président du RN remonteront jeudi soir, cette fois-ci sur France 2 avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Alors, avec eux. Parlons vrai, est-ce que les débats influencent encore votre vote? Est-ce que vous croyez d'ailleurs encore aux promesses des candidats? Et à cette question, qui vous a le plus convaincu dans le débat d'hier? Vous dites Gabriel Attal à 7%, Jordan Bardella à 70%, Emmanuel Bompard donc à 23%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité, Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Bienvenue et aux vraies voix, et on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et on va leur souhaiter la bienvenue. Philippe Bilger. En pleine forme. On vous a pas demandé comment vous alliez. On l'appelle le Robert canadien. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir les vraies voix. Bon. Tout va bien? Oui, pourquoi vous faites cette voix-là? C'était la voix de départ, vous savez qu'au fur et à mesure, Elle décline. elle décline. Oui. Bonsoir, c'est comme Philippe David du fait. Retour des vraies voix avec Pierre-Yves Martin. Bonjour. Consultant. Bonsoir Pierre-Yves. On est content de vous voir. Moi aussi, je suis très content, ça fait une éternité. Et puis on faisait des Le boucles temps de m'a paru cheveux, tellement long sans vous. Mais vous venez d'où là? Est-ce que vous êtes Je viens de Montparnasse, mais j'étais en scooter. Alors, Philippe, ça va. Et j'étais en scooter avec le soleil, ça fait. Je cramais sous le casque là. Ouais, mon pauvre chat. Bah oui, mon pauvre chat. Vous en avez des soucis, hein, c'est fou quand même. Allez, 0826 300 300, et c'est Mike qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonsoir Mike. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir l'équipe. On est ravis de vous accueillir. De quoi parle-t-on dans un instant? Alors, j'ai envie de pousser un coup de gueule sur l'impression que j'ai sur le fait qu'on nous vole notre élection une fois de plus. Eh ben voilà, vous bougez pas, on revient à vous dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour Sud Radio, c'est Adrien de Brest. Le principal problème de notre pays, c'est que la politique divise les Français. La France est dans une situation compliquée, que ce soit financièrement ou même géopolitiquement. Et tant qu'il n'y aura pas un politicien capable
de rassembler les deux côtés, on n'y arrivera jamais. Et il n'y a pas eu de politique véritable depuis le général de Gaulle capable de réunifier ces deux blocs qui se font face aujourd'hui, et je trouve ça triste. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Adrien. Le mythe de l'homme ou de la femme providentielle, alors tant que Cécile de Ménibus ne se présentera pas, ça pourra pas avoir lieu en France. C'est une évidence. Est-ce que c'est quand même... Cécile, président. Est-ce que c'est pas quelque chose qui existe vraiment dans l'esprit des Français? Mais ça a toujours existé, le désir d'une union nationale, et notre auditeur, dont j'ai oublié le prénom, Adrien l'exprime. Et c'est extrêmement délicat, même un De Gaulle ne l'a jamais réussi, sauf dans des circonstances très exceptionnelles où il a soulagé la France de problèmes qui la taraudaient. Mais l'union nationale, c'est un rêve, une impossibilité. De Gaulle l'avait réussi en 45-46, puis après ça a été la 4e République. Nous sommes un peuple très politisé, très politique, et un peuple plutôt querelleur. Je ne crois pas, moi, à la culture des vastes coalitions comme elles peuvent s'installer dans un pays tel que l'Allemagne, avec parfois des crises politiques aussi. Donc je trouve plutôt sain que la politique permette justement le dissensus, permette la divergence, le débat vif et contradictoire. Et puis après, c'est aux électeurs de trancher. Je n'aime pas les coalitions où on ne voit pas où est véritablement la colonne vertébrale. Pierre-Yves Martin. Eh bien moi, j'ai une opinion légèrement différente. J'essaye d'être optimiste, et j'essaie de trouver du positif dans cette dissolution, et je me dis que peut-être ça peut enclencher une période de maturation autour de cette capacité à créer des coalitions, à gouverner un peu tous ensemble. C'est peut-être ça qui est demandé par l'opinion publique, par les citoyens. Et c'est peut-être ça qui manque justement aux hommes politiques et aux femmes politiques d'aujourd'hui en France, c'est cette capacité à avoir une approche plus transverse et à arrêter d'être bloc contre bloc. La violence et la dualité sont déjà tellement présents dans nos sociétés que si on pouvait avoir un exemple politique un peu différent, ce serait formidable. Et c'est un vieux pieux, pas un vieux pieux. C'était le projet d'Emmanuel Macron. Non, c'était un Pierre-Yves Martin. Voilà, qui est vieux un petit peu quand même. Non. Et le retour de Marc de Seine-et-Marne, ça fait plusieurs élections, vous dites qu'on vous vole cette élection, en tout cas qu'on la vole aux Français. Oui, absolument. C'est mon sentiment. Effectivement, vous regardez un peu dans les journaux, à la télé, c'est Macron ou le chaos, c'est le nouveau Front populaire ou le chaos, ou le RN ou le chaos. Donc si on met de côté en fait tous les penchants politiques, là mon intention n'est pas d'induire les gens ou de les aider à décider pour un parti ou un autre, mais on vote avant tout pour un programme. On vote pour un représentant avec son équipe qui va mettre le programme en musique. Et le problème, c'est l'attitude des politiques en fait. Donc faut qu'ils arrêtent de se critiquer les uns les autres et qu'ils mettent en avant leurs idées, ce que moi j'appelle le negative selling. On ne vend pas un produit en critiquant le concurrent, mais en précisant sa valeur et ce qu'on va apporter. Le deuxième point, en fait, c'est les débats. Et si je reviens sur le débat hier ou avant-hier, je sais plus quand c'était, avec hier soir. Bompard, voilà. Dans les 50 secondes de fin de M. Bardella, en fait, 0 fois, il a mentionné le mot peur. Ça m'a plu. Il termine avec « Soyez français, soyez patriotes ». C'est pas mal. Et vous regardez côté Bompard, en fait, il a mentionné quasiment 5 fois le mot peur, racisme, détestation. Faut qu'on soit pragmatique. En fait, j'aimerais bien moi que les politiciens soient plus pragmatiques. Les caisses sont vides, sauf pour l'Ukraine. Alors votons pour une alternance en faveur de l'apaisement, de la sécurité, du bon sens, mais surtout de l'économie. On a quand même 3100 milliards de dettes. Donc ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se rapproche autour de ça, parce que ce soit un camp ou l'autre, peu importe le penchant politique, il y aura toujours 3100 milliards de dettes le 8 juillet. Donc il faut que ça se sente dans les programmes, et parce qu'on perdra tous au change. Et on n'aura pas le temps de vous faire réagir, messieurs, malheureusement, et pourtant ça aurait été intéressant. Après le présidentiel, le gouvernement de coalition. Non, mais on aurait eu, mais c'est normal. Et vous gardez. Comme ça, on peut nourrir des illusions sur notre capacité intellectuelle. C'est ça. Ou on peut vendre du vent. Ça aurait été tellement génial. Vous auriez été tellement brillant. Subjugué. C'est fou. Dans un instant, merci Mike. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour jusqu'au qui c'est qui
qui l'a dit. Les 3 infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et puis le procureur a la parole. Mais de quoi parle Alors je voudrais aborder l'un des thèmes qui sera centraux dans l'émission, sur Gabriel Attal en particulier. Et on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, mon cher Philippe David. Ma chère Cécile de Ménibus, ça va toujours bien en votre compagnie, n'est-ce pas? Avec du talent aujourd'hui, encore aujourd'hui. Je veux dire encore aujourd'hui, parce que c'est tous les jours la même chose. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol, Pierre-Yves Martin, et vous au 0826 300 300. 3 beaux gosses, j'ai envie de dire aujourd'hui. Hein? Ah oui. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Qui? 5. Non, des vraies voix. Les vraies voix, c'est vous, en fait. Oui. Et Philippe. Non, mais c'est l'animateur. Prenez le compliment. Ça arrive pas tout le temps. Je crains les autres qualités qu'on va nous prêter. Olivier d'Artigol, lâchez l'affaire. Faites comme si vous n'avez rien dit. On passe à autre chose. Allez, affaire suivante. Dans un instant, les 3 infos des législatives. C'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Du nini de la Macronie, pas de désistement anti-RN en cas de triangulaire, décision qui provoque la colère de l'écologiste Marine Tondelier. Elle veut même parler aux responsables de la majorité, les yeux dans les yeux. De Marine Le Pen aussi, qui redoute des manifestations de gauche si le RN gagne. Et puis de LFI, Adrien Quatennens s'attaque François Ruffin sur les réseaux sociaux. Quand Aurélien Pradier à droite claque la porte d'LR, en 3 mots, ça donne désistement, manifestation et dissension. Et on sait dans un instant. Tout de suite, le procureur a la parole. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur Gabriel Attal lors du débat d'hier soir que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Je ne pense pas que je vais surprendre les auditeurs dans le trio d'hier soir. Et je parle du point de vue technique. J'ai trouvé évidemment Gabriel Attal dans le débat lui-même était le plus talentueux. Jordan Bardella n'est pas du tout médiocre, mais il est plus stéréotypé en quelque sorte. Et puis Manuel Bompard est ce qu'il est. Mais ce qui m'a, Gabriel Attal, avec son talent, a tout de même la déplorable habitude, parce qu'il est vif intellectuellement, d'interrompre en permanence les autres pendant qu'ils parlent. Il intervient, il s'immisce, il ne dit pas des choses absurdes, et je le trouve beaucoup plus doué dans la réaction que dans l'affirmation. Lorsqu'il a le temps de développer son propos sans avoir été sollicité par un autre, je le trouve légèrement moins bon que lorsque sa verve polémique prend le dessus. Voilà, et c'était intéressant, mais on débattra très largement. Olivier d'Artigol. Il y a en effet, cher Philippe, eu cette réalité hier où il semblait que le Premier ministre ne supportait pas véritablement certains moments et il voulait donc, alors que ce n'était plus son temps de parole, interrompre, préciser, rectifier, compléter. Ce que Jordan Bardella lui a fait à quelques reprises aussi, les deux se mordaient les mollets. Et dans ce paysage-là, c'est presque Manuel Bompard qui a pu apparaître urbain et beaucoup plus discipliné. Comme quoi, c'était une petite surprise du débat. Et c'est d'autant plus une petite surprise que j'ai quand même l'impression que de débattre comme ça, de voir un débat entre 3 personnes dont 2 sont très jeunes, il y a du coup l'émergence de nouveaux codes de communication que chacun ne maîtrise pas complètement, parce qu'on on s'est tous construits sur des visionnages d'interviews, de débats politiques, etc., qui ont façonné sur les 30 dernières années. Et là, subitement, depuis, je sais pas, 3-4 ans, 2-3 ans, il y a un nouveau code de communication. Et donc, du coup, c'est aussi des nouvelles ambitions politiques. On n'imaginait pas que quelqu'un à 28 ans puisse prétendre à prendre Matignon. Donc, il y a quand même une inconnue dans tout ça qui doit certainement perturber la façon de débattre, de communiquer et de
gérer son image. Et ce qui n'était pas facile, parce qu'il est au milieu, et en fait, il fait l'essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche. C'est compliqué. Il a la grande qualité de regarder ses interlocuteurs quand il intervient dans les yeux. Et ça, c'est très agréable. Absolument. Un qui va nous regarder dans les yeux, c'est Félix Mathieu. Et tout de suite, les 3 infos des législatives. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos des législatives qui sont Félix. Désistement, manifestation et dissension. Les macronistes font le choix du nini. Pas d'opposition avant le premier tour sur d'éventuels désistements anti-RN en faveur de la gauche. Marine Le Pen, de son côté, prédit et dénonce des manifestations de la gauche en cas de victoire de son parti, le RN. Et puis dissensions internes tous azimuts. À gauche, Adrien Quatennens attaque frontalement son camarade François Ruffin. Quand à droite, Aurélien Pradier quitte LR, un parti mort selon lui. Les vraies voix Sud Radio. Se désister ou ne pas se désister en cas de triangulaire favorable au RN. Dimanche soir, question posée au camp macroniste qui refuse de répondre avant le premier tour. Position adoptée hier soir par les chefs de la majorité sortante en réunion. Le flou persiste quand, au contraire, les écologistes en appelaient à de tels désistements pour faire barrage au Rassemblement national. Un nini extrêmement préoccupant selon la secrétaire nationale des écologistes. Marine Tondelier va même écrire aux chefs de la majorité sortante macroniste pour leur demander une entrevue d'ici après-demain. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux pourquoi ils ne font pas la différence entre l'extrême droite et la gauche. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux ce qu'ils sont en train de faire. Les sondages montrent que ce désistement républicain pourrait faire basculer des dizaines de circonscriptions à l'extrême droite ou pas, selon que la consigne est tenue ou pas par tous les partis de ce pays. Évidemment que les électeurs... c'est eux qui décident à la fin, mais les consignes que vont donner les partis vont compter, parce que quand un président de la République, quand un Premier ministre tergiverse sur ce genre de sujet, ça donne un flottement. Ils sont prescripteurs quand même, et je trouve que ce qu'ils font est vraiment extrêmement grave. Moi, j'en suis atterrée. Je pense qu'ils ont perdu leur boussole et que c'est délétère. Et s'ils ne le font pas, j'appelle sincèrement leurs électeurs à faire barrage contre eux, parce que je pense qu'à un moment, leurs électeurs sont plus démocrates, plus républicains et plus humanistes qu'eux. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, au micro de nos confrères de BFM TV ce matin. J'avoue que si j'avais envie de plaisanter, elle me le permettrait, parce que tout de même qu'elle vienne donner des leçons de morale républicaine en ne parlant que de la gauche, alors qu'elle s'allie avec une extrême gauche extrêmement dangereuse, non, franchement, je préfère arrêter là. Olivier D'Artigol. Oui, mais il y a une réalité dans l'histoire politique toute récente, c'est que par 2 fois, Emmanuel Macron, sur les 2 dernières élection présidentielle, a appelé au barrage de Marine Le Pen au second tour. Il a y compris fait cet exploit lors de la dernière présidentielle de faire une campagne plutôt à droite au premier tour et à gauche, toutes pour le second tour. Donc il y a une question politique, c'est que les macronistes ont donc bénéficié, y compris dans certaines circonscriptions, de ce barrage, quoi qu'on puisse penser de ce barrage. Mais aujourd'hui, pour ceux qui en ont bénéficié, ce ne sont pas ceux qui aujourd'hui sont prêts à le proposer. Pierre-Yves Martin. Et je pense qu'en 2 ans, de manière très synthétique, en 2 ans, peut-être qu'il y a une prise de conscience de ce qu'est réellement LFI, de ses dérives internes, de son offre politique et de sa façon de construire l'avenir du pays, qui n'existait peut-être pas il y a 2 ans. De son côté, Marine Le Pen prédit des manifestations en cas de victoire de son parti. Elle les prédit, elle les dénonce même par avance. C'était sur France 2 ce matin. Maintenant, ils se mettent à manifester contre les résultats des élections. Ils vont faire quoi demain? Ils vont prendre le Capitole? Donc la réponse, ça sera la fermeté, je pense que le président de la République devrait plutôt appeler à respecter la démocratie, à respecter les Français, à respecter les élections, car... vous le savez pertinemment, si, pour notre plus grand malheur, l'extrême gauche gagnait ces élections législatives, il n'y aurait pas une manifestation dans les rues. Si nous gagnons les élections législatives, alors oui, probablement, il y aura des manifestations dans les rues. C'est donc l'extrême gauche qui est responsable de cela. Et moi, j'aimerais que tout le monde, y compris vous, Monsieur Soto, appeliez le milieu politique, le milieu journalistique, que vous appeliez à respecter les règles républicaines. Marine Le Pen ce matin dans les 4 vérités. Depuis ça d'ailleurs, le gouvernement a annoncé la dissolution en Conseil des ministres de plusieurs groupuscules d'ultra-droite, le GUD actif à Paris, les Remparts à Lyon, mais aussi 2 associations, la Traboule et Top Sport Rhône. Dissolution aussi par ailleurs d'une association islamiste baptisée Jonas Paris. On en vient à ces dissensions internes à LFI et LR. Un nouvel épisode, ce tweet incendiaire de l'ex-député du Nord, Adrien Quatennens, après un reportage sur François Ruffin, candidat en Picardie. C'est plus du melon là, c'est une pastèque, attention.
attention, à force de gonfler, ça va exploser, écrit Adrien Quatennens qui poursuit. Si Mélenchon et la France insoumise ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Rejoins le RN. Direct, on gagnera du temps et de l'énergie. Adrien Quatennens qui réagissait à ces propos de François Ruffin dans un reportage de TF1 où on le voit discuter avec une habitante de sa circonscription tentée par le vote RN. Vous n'êtes quand même pas pour M. Mélenchon ? Je suis, lui c'est lui, moi c'est moi. Intéressant, vous n'êtes quand même pas avec Jean-Luc Mélenchon, a dit cette dame. Ben oui, je sais très bien que c'est pas un appui Jean-Luc Mélenchon ici. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. Aujourd'hui, tirer contre Jean-Luc Mélenchon est ton assurance vie, dénonce aussi Adrien Quatennens, très remonté par la séquence. Quand côté LR, c'est un ex-vice-président du parti, le député du Lot, Aurélien Pradier, qui claque la porte. Les Républicains, parti mort selon lui. Démarche peu loyale tout de même à ce stade de la campagne, juge le maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Je peux tout envisager, mais pas à 4 jours d'un premier tour. Aujourd'hui, on a 4 jours d'un premier tour. Ce qui compte, c'est de soutenir nos candidats, les candidats LR, Nouveau Centre, Nouvelle Énergie, etc., etc. Le maire de LR de Cannes, David Lisnard, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Pas de changement, en tout cas, depuis hier dans le rolling IFOP fiducial des législatives pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, à savoir le RN toujours premier à 36%, le nouveau Front populaire deuxième à 28,5% et puis la majorité ensemble troisième à 21% des intentions de vote. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans quelques instants, le grand débat du jour à quelques jours du premier tour des élections législatives. Aurélien Pradier, vous l'avez entendu, député sortant du Lot, candidat à un nouveau mandat, quitte les Républicains pour sa propre formation politique. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que LR n'était pas mort depuis 2022 et les 4,75% de Valérie Pécresse à la présidentielle? Y a-t-il encore une place pour les Républicains entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national? Et à cette question, la dissolution a-t-elle tué les Républicains? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité sera Luc Gras, politologue. Restez avec nous, le temps de boire un petit café, un petit thé, vous faites une petite pause comme ça, 2-3 minutes et on revient juste après vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette petite sieste de 4 minutes, on espère que vous allez bien. Sieste réparatrice. Absolument, regardez, la patate, la pêche, les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours. Ce numéro 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Vous êtes forcément les bienvenus. Avec Philippe Bilger qui est avec nous et Olivier d'Artigol, bien sûr, et Pierre-Yves Martin. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Républicains sont toujours en pleine bataille juridique pour exclure leur président Éric Ciotti. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Tout ça contribue aussi à une dégradation incroyable de notre vie démocratique. On est chez les dingues. Maintenant, ça suffit. Pour Aurélien Pradier, il quitte le parti, un parti qu'il décrit comme mort, qui n'est plus capable de parler aux Français. Aurélien Pradier qui se présente aux législatives sous l'étiquette de son micro-parti qui s'appelle Du Courage. Aurélien Pradier donc quitte les Républicains, un parti mort et qui n'est plus capable de s'adresser aux Français, dit l'ex-député du Lot dans un entretien à La Dépêche. Il se présentera aux législatives sans l'étiquette LR après les divergences liées à l'alliance d'Éric Ciotti et le RN. Alors va-t-on voir une nouvelle scission de LR entre les deux tours selon les consignes de vote qui seront données par tout un chacun? Un nouveau parti issu de LR pourrait-il se substituer à la majorité présidentielle au cas où celle-ci serait éparpillée façon puzzle lors des législatives? La dissolution a-t-elle tué LR? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Luc Gras, politologue qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, Luc Gras. Philippe Bilger, là, on touche le fond, non? Non, parce que cela fait des années qu'on annonce la mort des Républicains. Par ailleurs, le départ d'Aurélien Pradier ne constitue pas une surprise fulgurante et à mon avis, ne va pas créer une absence très préjudiciable à l'esprit collectif des Républicains. Non pas que je le méprise, mais il n'y a rien d'étonnant dans le fait qu'il considère qu'il doit quitter les Républicains dont il prétend confirmer la
mort, et d'autre part, il les quitte, comme l'a dit tout à l'heure David Lisnard, au moment le pire, c'est-à-dire avant un premier tour. Il y a une manière de déserter qui est plus noble qu'une autre. Troisième élément, et je finis, je continue à croire que malgré l'apparent désordre de tout ce qui se passe et qui concerne les Républicains, aussi bien sur le plan du statut que sur le plan du projet, que sur le plan du futur, il y a quelque chose qui pourra naître de tout cela et qui ressemblera, je l'espère, à une droite fière d'elle-même. Olivier d'Artigol. 3 moments très récents dans l'histoire des Républicains. Bon, bien évidemment, la douche froide glacée du score à la présidentielle. Mais, on en avait parlé ici, le moment Bellamy sur ces élections européennes qui a été jugé assez positivement sur à la fois la campagne menée par le candidat, mais aussi le score obtenu, qui était certes pas peut-être à l'aune de ce que... Loin d'être catastrophique. Oui, mais qui était déjà un sursaut, qui était déjà un premier cran. Et puis après, ce qu'a fait Éric Ciotti, c'est-à-dire la manière dont Éric Ciotti a signé l'accord avec le RN, a bien sûr été, pour un parti historique comme les LR, sans congrès, sans réunion de bureau politique, sans consultation des adhérents, quelque chose d'une très grande brutalité. Ce qu'il sera très intéressant à suivre, c'est après l'installation le 18 juillet de la prochaine législature de la nouvelle Assemblée, voir comment les LR non-ciotistes se comporteront. Est-ce qu'il y aura un appel d'air vers l'alliance Ciotti-RN, ou est-ce qu'ils iront plutôt vers le bloc central, ou est-ce qu'ils maintiendront, coûte que coûte, et d'après moi ce serait du courage politique, une ligne autonome? Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai quand même l'impression que le vrai sujet, c'est un sujet pour les LR, c'est un sujet de casting. J'ai l'impression que à chaque échéance, on met pas la bonne personne. Et c'est vrai pour Éric Ciotti, parce qu'il était plus représentatif des Alpes-Maritimes qu'autre chose, qui était quand même un électorat très particulier. Le deuxième élément, c'est que pour Valérie Pécresse, effectivement, c'était compliqué pour elle de vivre dans un espace politique où les mentors, les parrains de la vie politique de la droite républicaine sont encore présents. Et donc, du coup, pour moi, il y a un vrai sujet de casting et d'émergence d'une nouvelle personnalité. J'ai rien pour ou contre David Lisnard, mais ce matin, je l'écoutais sur Sud Radio. Et je trouvais qu'il faisait quand même, en termes de communication, il faisait bien le job. Et je me suis dit, si une personne comme ça est capable d'arriver et puis progressivement de construire un projet, parce qu'il faut quand même partir d'un projet pour faire vivre quelque chose, moi je suis persuadé qu'il y a un vrai espace pour une droite républicaine, libérale, voilà. Luc Gras, une petite synthèse de tout ça. Est-ce que pour vous, alors j'imagine votre réponse, mais est-ce que ce parti aujourd'hui tombe en décrépitude et jusqu'à sa mort définitive? Oui, Cécile, le mouvement LR, en fait, il faut remonter à 2002. 2002, c'est l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen surprend tout le monde en éliminant Jospin et en étant au second tour. Pour sauver les meubles aux législatives, le RPR et l'UDF, sous l'impulsion de tous les grands responsables de l'époque, décident d'arrêter le RPR et de faire l'UMP. L'UMP, ce n'est pas un parti gaulliste, c'est un parti d'élection, c'est un parti orléaniste qui rassemble tous les responsables pour gagner les élections de 2002. L'objectif a été atteint. Toutefois, par ce fait même d'arrêter le RPR, qui avait une dimension gaulliste, qui avait une dimension populaire, ils ont libéré un électorat populaire qui, dans ces mêmes années, a rejoint le Rassemblement national. Et donc, à partir de là, LR, après l'UMP, est devenu un parti qu'on appelait parti de cadre. Et ils ont quitté par là même l'esprit de meute qui qualifiait le parti gaulliste. On disait toujours les gaullistes chassent en meute. Et c'est devenu un parti où chacun fait un petit peu pour soi. Raffarin, Édouard Philippe et tout ça, on rejoint plutôt Macron. Ciotti maintenant a rejoint le Rassemblement national. Pradier part en solitaire. Darmanin annonce aussi qu'il va se remettre sur le terrain. Bref, c'est l'éparpillement, c'est l'atomisation du mouvement. Mais je crois que l'après, comme ça a été dit, l'après 7 juillet sera intéressant. Car en politique, rien ne se fait, même avec un leader, si vous n'avez pas une vision, un projet,
un programme. Mais plus que ça, on l'a vu encore hier soir, les 3 familles de pensée n'ont pas de vision. Il faut avoir une vision pour le pays. Et si demain, je crois aussi qu'il y a place dans ce pays pour une droite modérée avec un projet, de la même manière que je crois qu'à gauche, il y a aussi place pour une sorte de social-démocratie avec une vision. Hélas, le macronisme a ruiné le champ politique à ce jour, mais chassé de naturel, il reviendra au galop. Cette alternance possible a des jours devant elle si elle se structure à partir d'une vision. Philippe Bilger, qui a toujours une vision, lui. Luc, est-ce que, pardon d'avoir une vision un petit peu anecdotique de la droite, mais est-ce qu'au fond, le gros problème de la droite d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas des personnalités susceptibles d'incarner le renouveau qu'elle attend. Il n'y a aucune de ces personnalités qui est médiocre, et surtout pas celle de David Lisnard. Mais tout de même, est-ce qu'on n'attend pas une sorte de sauveur de la droite qui viendrait rassembler ceux qui hésitent, garder ceux qui se maintiennent? Est-ce que c'est pas ça le problème? À partir du moment où Sarkozy, évidemment, est un inspirateur délétère. Alors, 2 choses. Tout d'abord, je crois que le système actuel élimine, efface beaucoup plus et va beaucoup plus vite qu'avant. Et autant autrefois on pouvait se former, on devenait député, puis ministre, on apprenait, on avait de l'expérience et on finissait, comme Jacques Chirac, comme François Mitterrand, par percer. Et donc, ce temps-là, on ne l'a plus aujourd'hui. À l'ère des multimédias, à l'ère de tout cela, ça va, on consomme, on jette, on consomme, on jette. Donc, j'ai du mal à croire, cher Philippe, qu'il n'y a pas dans le peuple de France des gens qui pourraient incarner ces grandes familles traditionnelles politiques. Après, c'est vrai que dans le temps présent, ils se sont fait une guerre de position, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un pourrait apparaître, il a tout de suite contre lui les autres talents. Mais on ne peut pas dire que David Lisnard, Laurent Wauquiez, Bertrand, Pradier même, on peut pas dire que ces gens-là ne sont sans qualité, mais ils n'ont pas encore la dimension pour être un grand leader. Encore faudrait-il que les autres acceptent de se rassembler derrière celui-ci, ce qui n'est pas le cas actuellement. On ne chasse plus en meute dans la famille modérée de droite en France. Il n'y a plus cet esprit de corps. Et donc, à partir de là, c'est très difficile dans ce système-là de s'imposer, quel que soit son talent, si on a tous les autres contre soi. On part au 0826 300 300. Déjà, ça réagit beaucoup. Notre vraie voix du jour, Mike, de Seine-et-Marne. Alors, Mike, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la dissolution qui a tué LR? Écoutez, la dissolution a une grande part de responsabilité là-dedans, mais je pense que c'est prématuré de tirer des conclusions à ce stade, comme l'a dit votre intervenant tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom. Il faut des figures pour incarner tout ça. Si on n'a pas de figure pour incarner ce mouvement-là, ça va être compliqué. C'est un peu ce qu'on a fait année après année avec le Pôle emploi, avec l'URSSAF. On change de nom en fait. Il n'y a pas de figure pour incarner tout ça. Finalement, il n'y a pas de valeur apportée, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de service, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée. Donc j'ai envie de dire, attendons de voir le 8 juillet ce qui se passe. Il y a certainement de la place entre le RN et Macron aujourd'hui, et LR peut prendre cette place-là, mais il faut des figures pour l'incarner, puis ça changera de nom. Ouais, Olivier d'Artigol. Pour la conquête du pouvoir, il y a besoin de 3 piliers, et les 3 sont porteurs. Une stratégie, une vision de la société, un programme. Pardon, une vision de la société, un programme, c'est important. Vers où veut-on mener le pays? Une stratégie de conquête de pouvoir et une incarnation. Je suis totalement d'accord. Est-ce que il a été dit de notre intervenant sur le processus de 2002 à aujourd'hui, avec le changement constitué par la création de l'UMP, notamment sur le fait que derrière on va vers quelque chose qui n'a plus ses bases populaires et qu'il n'y a plus cette relation qu'ont eu les gaullistes d'une relation quasiment charnelle avec le pays, avec les territoires, avec les grands barons du gaullisme. Le gaullisme, c'est le métro que ce soit nationalement des Yves Guéna, je pense à lui en Dordogne, ça voulait dire quelque chose. Voilà, ça plantait un décor. Et donc il n'y a pas qu'un problème d'incarnation. Il y a véritablement un problème de projet et d'une stratégie pour l'amener dans une dimension majoritaire. Allez, le 0826 300 300, direction Paris avec Samy. Bonsoir Samy, bonsoir, bienvenue. Samy. Bienvenue sur Sud Radio, Samy. Oui, merci.
Votre réaction? Ma réaction? Oui. Pardon, je suis déjà à l'antenne. Pardon. Désolé. Absolument. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Alors, je voudrais répondre à la question sur la dissolution. C'est ça, si elle a tué les LR. Oui. Elle a tué le LR et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que les LR, ils ont joué très longtemps, et je cite M. Ciotti, M. Marlex à la réforme des retraites, M. Retailleau en sous-marin au Sénat. Donc c'est juste le retour de flamme. C'est une très bonne chose parce que c'est eux qui ont choisi le chemin de la déroute et le chemin obscur. Donc aujourd'hui, les choses s'éclaircissent. Donc tant pis, s'il faut rebâtir, ils rebâtiront et ils s'en mettent de leur mouvement. Mais je note une chose. Ça n'a pas dissous que les LR. C'est en train de dissoudre une société. Et là, je parle en tant qu'étranger, professionnel de santé, employant beaucoup de Français, ayant une contribution sociale à tous les niveaux, ayant des enfants et une épouse française. Le climat, il est délétère. Et ce qui me frappe, moi, parce que je suis beaucoup l'actualité, j'écoute beaucoup votre radio, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le programme du RN, c'est un oignon qui pèle, donc on a la retraite à 66 ans, on a l'électricité, c'est pas l'immigration, finalement c'est l'Europe, mais on est pour l'Europe et contre le Frexit. Donc finalement, on a un programme bis Macron, et le vote du 30 et du 8 va être une épreuve. Et nous, on observe, quand je dis nous sommes les diasporas maghrébines en silence, et nous sommes résilients aujourd'hui, mais on subit, parce que les langues se délient et on subit des regards. Le climat, il est délétère. Qu'est-ce que ça va prouver? C'est que si les gens, malgré ça, votent massivement pour le RN, ça veut dire que le vote qu'on disait avant comme étant contestataire pour dédiaboliser le RN, certains journalistes ou certains médias, ça va démontrer autre chose qui est beaucoup plus grave. C'est que peut-être que la société française, elle est dans le déni. Et là, je rappelle la phrase de Georges Pompidou, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, quand il disait « pas de racisme, pas de crime raciste ». Et là, la situation, elle est explosive. Je rappelle au passage, juste un dernier point, je rappelle au passage, le tiers des Juifs de France, ils sont soit marocains, soit algériens, soit tunisiens. Moi-même, j'ai quelques origines juives, d'accord? Aujourd'hui, du matin au soir, on veut impérativement démontrer par Pythagore que l'antisémitisme, c'est exclusivement les Arabes, les Noirs et les musulmans. Et je rappelle que le premier historien qui a sorti en fait les archives par rapport à la déportation des Juifs de France, c'est un Américain, c'est Paxton. Robert Paxton. Oui. Robert Paxton, exactement. Donc, à un moment ou l'autre, il faut être un peu sérieux et attentif et prudent. On a entendu, Samy, on va faire réagir les vraies voix, forcément, Philippe Bilger ou Olivier D'Artigol ou Pierre-Yves Martin, qui a beaucoup réagi. Ben moi, en fait, je pense qu'il y a un sujet de tuer son père en politique. Et en fait, depuis que Nicolas Sarkozy a perdu la présidentielle, personne n'a tué Nicolas Sarkozy, réellement. Pareil pour François Hollande au PS d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est un peu différent. Et que du coup, il y a un petit souci, c'est que on chasse plus en meute parce que il y a toujours le père qui est là. Alors peut-être certainement moins influent, mais toujours bien présent pour intervenir. Les défaites. Et émission fabuleuse, Cécile, vous vous rendez compte qu'on cite Freud là? Ça c'est totem et tabou, le festin totémique. Là, je me dis que cette émission, il y a vous du level. citez le seul livre que vous avez lu ou... Totem et tabou. Moi, j'ai surtout lu les tabous. Vous n'en avez aucun. L'occasion de remercier chaleureusement Luc Gras, politologue. Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Samy, de nous avoir appelé. Mike, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez pouvoir jouer contre ou tout contre nos vraies voix du jour. À tout de suite. À mon avis. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix. Ah non, pas faire comme ça. Retour des vraies voix avec de la dynamique. Mais je sais pas pourquoi il fait ça. Retour des vraies voix. Ça lui va bien cette voix. Ouais. Entre ici, Philippe Bilger. Ça donne un côté solennel. Vous trouvez pas? Mesdames et messieurs, ce soir, for the first time in France, Philippe Bilger. Et pas que. Alors on fait pas le tour. Olivier Pierre-Yves Martin. Voilà, entre autres. Et qui d'autre? Et Mike. Bien sûr, Mike, notre auditeur. Bien sûr, avec Mike qui est avec nous. Ça va, Mike? Oui, ça va, toujours là, merci. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le quiz de l'actu, mesdames et messieurs. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Mike, il faut gagner.
Oui. On va essayer. Bah, bah. Allez-y. Allez, on y croit, on croise les doigts de pied. Question, qui c'est qui l'a dit à 1 point. Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire du Front Populaire. Mike. Raphaël Glucksmann. Non, bonne réponse. Il a été. C'est la première fois que j'ai une bonne réponse. Hein. Non. C'est la première fois depuis le début. Non, non, pour moi, très clairement. Je joue plus. Si. Toi, non, Cécile. J'ai pas dit que j'ai dit que j'avais la bonne réponse. Très clairement, c'est moi. Olivier a été le plus rapide. Tu le sais, c'était. Voilà. Tout simplement, j'ai fait exprès, j'ai dit Ruffin, je savais que tu allais dire François Ruffin. Ça prend plus de temps. Non, Maxime est très objectif. mais non, vous dites quoi? Et on dit quoi? Claire. Vous dites quoi? Non, parlez. Oui. Voilà, Olivier d'Artigol, il a écouté. Ok, très bien, c'est pas grave. Merci Maxime. C'est très un net. homme probe. Prenez exemple, C'est très net. mon cher Olivier. C'est très net. Et devant la réaction de certains perdants. Vous inquiétez pas, ça n'était qu'un point, Philippe Bilger. Mike, qui c'est qui l'a dit à 2 points à François Ruffin? Si Mélenchon et FI ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Et aujourd'hui, tirer contre lui est ton assurance vie. Si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays. Rejoins le RN direct, on gagnera du temps et de l'énergie. Mike. Qui c'est qui l'a écrit? Oui. Adrien Quatennens. Bonne réponse de Mike. Allez. Il nous évite une bataille. C'était mieux parce que ça allait être un pugile. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur les JO? Organiser le plus grand événement planétaire, il ne faut pas s'imaginer que c'est du pilotage automatique. Mike. Anne Hidalgo. Non. Darmanin. Non. C'est une ministre. Oudéa Castéra. Bonne réponse de Philippe Bilger. Et avec cette petite voix derrière, Oudéa Castéra. J'ai laissé. Ah là là, quelle modestie. La ministre des Sports, bien sûr. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Vos chers. Enfin. Ce qui flingue le pays, c'est l'excès de dépenses publiques. C'est original. Mike. Et tout le monde le dit, ça. Ah non, tout le monde le dit pas. Qui c'est qui l'a dit, Mike? C'était sur Sud Radio. Sud Radio. Bonne réponse. Oh non, je viens de dire Lisnard. Il a dit Lisnard. Je viens de dire Lisnard, sauf qu'il l'avait dit avant vous. Comme vous l'aviez dit plus tôt par rapport à Philippe Bilger. Et moi, je l'ai dit bien avant. Hein, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Philippe l'avait dit la semaine dernière, pour vous dire, comme il était en avance sur le truc. Oui, je sais que c'est moi. Regardez la jeunesse derrière. Il dit c'est moi. Non mais la jeunesse d'abord. Non mais pour que je puisse gagner sur ce, il faut vraiment que je prenne un temps d'avance considérable. Ne flattez pas la jeunesse. Oui. C'est l'avenir. La jeunesse qui a pris un coup de vieux en tout cas. Allez, qui c'est qui l'a dit 2 points, mon cher Mike? Je ne suis pas exagérément dur avec le président de la République. Je dis ce que je pense. Mike. Gabriel Attal. Non. C'est le même, mais 2 ans plus avant. Tard. Philippe. Bonne réponse, là il a été plus rapide. Édouard Philippe, 2 points pour Olivier président d'Artigol. d'Horizon. Qui c'est qui l'a dit? Nous souhaitons que la majorité pénale soit à 16 ans. Mike. Jordan Bardella. Non. Attal. Non, allez-y. Même parti que Bardella. Il était vice-président. Bonne réponse. Ah oui. Ex-vice-président de Olivier l'Assemblée d'Artigol nationale. qui en prend RN. 2 points. Ah oui. Question, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le macronisme est hypercentriste. C'est d'abord un égocentrisme. Ah, c'est bon. Mike. Aucune idée. Je donne ma langue. Allez-y. Tondelier. Non. Ruffin. Non. Mélenchon, Retailleau. Bonne réponse. Oh, Retailleau. Il nous sort une Retailleau. Ça y est. Retailleau. Ça le sauvera sur tous les jeux, Retailleau. C'est la Retailleau qui parle. Chaque fois qu'il tente Retailleau, je vais une nouvelle sur 10. Il a fait une Retailleau Ada, puisque ça fait 5 points pour Olivier d'Artigol, 5 points pour Philippe Bilger avec les 3 points. Bah, ça fait 3 points, Retailleau. Vous n'avez pas 10 points pour en conduire. J'avais 4 avant. Non, vous aviez 2. C'est incroyable. Pierre-Yves Martin 3 et Mike 2. Mais quel truand. Non, mais le problème de Philippe Bilger, c'est qu'il compte sur ses doigts. Mais comme il a plus de doigts que les autres. Mike, merci beaucoup. En tout cas, d'avoir joué avec nous et d'avoir débattu avec nous. On est très heureux. Au fait, vous faites quoi dans la vie, Mike? Alors, dans la vie, j'accompagne les startups américaines sur le marché européen, dans la tech, l'IA, la sécurité informatique. Oh là là, j'adore ça. Je peux vous poser une question? Ouais, Pourquoi sur tous les quiz, il y a une fois Retailleau?
C'est Philippe qui les fait. Olivier, malheureusement, et en pas plus, à tous les coups. Non, pas. Est-ce qu'il parle pas tous les jours? Je pensais que c'était un code vis-à-vis de Philippe. Non. Comme ça, non, parce que aussi. Généralement, quand je fais ça avec ma main montrant 5, c'est la 5e question. Non, j'ai jamais eu droit à Ciotti, Retailleau, Marleix. Voilà, si, une fois on l'avait fait. Bon, on peut y aller. C'était pour ton anniversaire. Vous aviez fait 12 points là. Excusez-moi, est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller, c'est bon? On peut y aller. Okay. Allez, on y va. On part en pub, on revient dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Mike. Bon retour en Seine-et-Marne. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, puisque nous sommes très bien entourés avec Pierre-Yves Martin. Aujourd'hui, ça va, Pierre-Yves? Très très bien. Bon, bah tant mieux. Monsieur D'Artigol, qui est en forme olympique. Pour le mieux. Il est à un mois du début des JO. Très belle énergie. Il a encore un œil ouvert. Tout va bien. Tout va bien. J'ai combien de doigts? Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Oui, surtout qu'on va parler de rapport. Absolument. Oui, voilà. Je vous laisse deviner. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, vous nous emmenez où aujourd'hui? Dans les gares, avec de très gros mots qui s'affichent sur les murs des gares pour dénoncer les incivilités contre les agents SNCF. Il y en a eu tout de même 6000 l'année dernière. Et tout de suite, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et aujourd'hui, ce n'est pas le clocher que j'ai envie de remettre au milieu du village, mais bien plus que ça, puisqu'une étude publiée ce matin sur les consommations de drogue en France m'a mis hors de moi. Que dit cette étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives? Qu'un Français sur 2 a déjà fumé un joint, un taux qui atteint les 60% chez les 25-44 ans. Pire, les chiffres de la hausse de l'expérimentation. En 1992, elle touchait 12,7% des Français, 28,7% en 2005. En 2017, elle approchait les 45%. Arrêtons avec les drogues douce, même si je ne pense qu'il n'y a pas de drogue douce, pour passer à la cocaïne, drogue dure s'il en est. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que 9,4% des Français en avaient déjà consommé, alors qu'il n'était que 5,7% en 2017, une consommation qui a été multipliée par 10 en 30 ans. Et je ne comprends pas comment dans notre pays surprotégé socialement et dans lequel on ne vit pas si mal que ça comparé à nombre d'autres pays, autant de monde ait besoin de consommer ces produits destinés à vous emmener vers des paradis très artificiels, mais qui mènent en enfer. Enfer comme les règlements de compte à la Kalachnikov entre trafiquants qui parfois tuent une jeune femme dans sa chambre d'une balle perdue. Enfer comme les gamins aux pieds brûlés par le kérosène en piétinant les feuilles de coca dans la forêt colombienne. Enfer comme pour les populations terrorisées par les trafiquants, que ce soit dans les pays producteurs ou ici même en France dans les narcoquartiers. Des consommateurs à qui je voudrais rappeler ces propos d'Éric Dupond-Moretti. Je cite: « Je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif donne des règlements de compte. Tous ceux qui fument le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Une réalité que beaucoup trop de monde en France semble avoir oubliée. » Philippe Bilger. Vous avez raison, et ce qui devient très inquiétant, c'est de voir que l'usage de drogue est presque devenu un rite social. Au fond, je me rappelle une époque où m'avait-on dit à Canal+, celui qui ne se droguait pas était considéré comme un débile. Il y a même des livres, au Festival de Cannes, il y avait le saladier de coke en rentrant dans la boîte privatisée. Et là, aujourd'hui, ça devient la cocaïne, par exemple, ça devient, heureusement, tout le monde ne s'y abandonne pas, mais ça devient très préoccupant. Olivier D'Artigol. Oui, ce que les experts des narcotrafiquants appellent le tsunami blanc, avec 1000 tonnes de cocaïne qui arrivent sur le continent européen. Après, la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire en termes de grandes campagnes publiques concernant, par exemple, la sécurité routière ou sur la consommation d'alcool? Pourquoi la puissance publique n'a jamais pris cette question à bras le corps avec des campagnes publiques, officielles, sur les dangers de la dépendance aux différentes drogues, avec des relais forts dans l'éducation nationale, dans les collectivités locales? On pourrait mobiliser des moyens considérables pour alerter. Cela n'est pas fait. Peut-être, pour vous répondre, peut-être parce qu'il y a un sujet un peu tabou en fait sur le que les pouvoirs publics portent ce sujet en prévention, en communication, etc. C'est faire accepter aussi aux foyers familiaux que au sein de ces foyers, il y a des enfants qui peuvent se droguer. Alors il y a effectivement un écart entre le joint fumé et la cocaïne, mais moi je suis frappé de voir dans les brasseries, dans les restaurants, comment le personnel, j'ai l'impression que
tout le personnel, toute bonne brasserie parisienne carbure à la cocaïne. Mais vous avez une espèce de basaline. Je vous expliquerai après. Mais moi j'ai la forme au moins. J'ai vais chez Polo hier, il a fait un couscous, j'ai pas senti que tout le monde était sous coque. Non mais Sandrine, vous allez où? Est-ce qu'il n'y avait pas une période où on disait finalement que les politiques en prenaient, que voilà, est-ce que c'est pas ça le tabou aussi pour tenir? On disait que les ministres pourraient continuer à le penser. Oui. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un tabou, c'est peut-être compliqué. Pas que politique, tout ce qui relève d'une certaine forme d'élite, de pouvoir économique, la pub, médiatique, politique. La cocaïne, mais je ne sais pas. Mais c'est difficile pour les pouvoirs publics de lancer des campagnes alors que certains de leurs rangs sont des consommateurs. C'est ça que je veux dire. Je comprends mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis pas vif, vous savez. Mais si, c'est vous dites je comprends mieux en filant pas. Et Philippe Bilger, dites-vous que j'ai toujours raison. Les vraies voix Sud Radio. Il répond, ça va de soi. J'adore. Malheureusement sur le jingle, c'est bête. J'aurais bien aimé l'entendre. Et Félix Mathieu, la SNCF, lance une étonnante campagne d'affichage contre les incivilités à l'encontre de ses agents. Avec de très gros mots placardés sur des affiches, et on devine les insultes, malgré les étoiles à la place de certaines lettres pour les censurer. Va te faire fils de p. Autre affiche placardée par la SNCF, ton taf c'est de la ou encore ne me fais pas espèce de Bref, vous avez compris le principe, des insultes tirées de situations réelles. Et ce commentaire de la SNCF en plus petit, à lire en dessous, vous trouvez ça violent ? Nous aussi, une façon pour la compagnie d'alerter contre les violences verbales et parfois physiques contre ses agents. 6 000 recensés l'année dernière dans les trains et les gares en France, soit en moyenne tout de même 16 par jour. La compagnie le rappelle, le code de transport punit ces outrages jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Ça m'étonne pas. Moi, j'aimerais qu'un jour, on considérât que toute grossièreté sortie d'une bouche est une sorte de saliture intime, indélébile. Moi, ça me met hors de moi lorsque des gens, alors qu'ils ont à leur disposition un magnifique langage français, se permettent, pour critiquer, d'utiliser les grossièretés les plus vulgaires. Très court. Oui, j'ai envie d'élargir à l'ensemble des fonctionnaires d'accueil, souvent catégorisés, fonction publique territoriale, hospitalière, au premier accueil aux urgences. C'est souvent aussi le cas. Avec partout, dans les banques, dans les taxis, dans les, tout. Voilà, c'est. Merci beaucoup en tout cas, Félix. Et nous, en tout cas, moi, je leur apporte mon soutien parce que c'est vrai que vous avez le droit de pas être d'accord, mais d'insulter, c'est vraiment le langage du pleutre pour moi. Allez, merci beaucoup, Félix. Merci, Félix. Dans avec quelques plaisir. instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On parle de quoi avec Philippe Bilger ? Je considère qu'au moins avant le 7 octobre, François Ruffin n'était pas aussi courageux qu'aujourd'hui. Pierre-Yves Martin. On va comprendre que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas seulement des impacts politiques. Olivier d'Artigol. On va comprendre que les consignes de vote ne servent quasiment à rien. Et on va comprendre qu'on part en pub. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont de retour avec bien évidemment. Cécile de Ménibus, Philippe David, Pierre-Yves Martin, Olivier d'Artigol, sous vos applaudissements. Et vous, 0826 300. Mais il est dingue, ce garçon est dingue. C'est pour ça mais on l'aime bien, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Ah si, j'ai dit Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, Olivier d'Artigol. C'est vrai. Alors j'aimerais être cité 2 fois. Voilà. Ben là c'est fait. Mais pourquoi vous les autres aussi? Et pourquoi vous l'avez pas cité? Les crises de jalousie. Ah oui, peut-être c'est le tour de table de Lego. Oui, là c'est même le tout à Lego. Allez, on y va. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Ah, ça vous va tellement bien. Philippe Bilger, pour vous, la dissolution a fait des miracles. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Oui, la dissolution, à mon avis, a libéré des audaces, a libéré des paroles qui, auparavant, n'étaient pas capables de s'affirmer
l'affirmer, peut-être par peur, par inconditionnalité. Et je pense que François Ruffin, en tout cas, j'en ai discuté avec Olivier ailleurs, avant le 7 octobre, avait une particularité. On sentait qu'il s'assignait un destin personnel, mais qu'en même temps, il avait très peur de l'ogre Mélenchon. Et visiblement, il faisait une avancée, il opérait un retrait. Alors que depuis le 7 octobre, et encore plus depuis la dissolution, il a mis les pieds dans le plat, puisqu'il a dit que Mélenchon était un obstacle à la victoire du Front populaire. Je n'étais pas d'accord avec vous il y a quelques heures, cher Philippe, mais ce soir je le suis parce que c'est formulé différemment. Ah. La journée... J'ai intégré votre point de vue. Non, mais la manière dont vous l'avez exposé est très précisément ce que l'on a pu constater, en effet. Et la question par rapport à François Ruffin, c'est de savoir comment il va pouvoir capitaliser sur ce positionnement. Est-ce que cette prise de risque ou cette dimension frontale qu'il opère va lui générer des bénéfices politiques ou pas? Ça le rend sympathique pour certains. Il faut bien mesurer que le timing, c'est-à-dire à quelques jours du premier tour, est particulièrement important. C'est que tout simplement, il est en campagne sur le terrain, dans sa circonscription, et donc au regard des retours qu'il a, je pense que cette parole publique est aussi une parole publique pour répondre à un très grand nombre de questionnements auxquels il a dû faire face dans sa campagne. Mais il a toujours été comme ça. Il n'a pas bougé, Ruffin. Il a toujours. Disons qu'il était sur l'impact non-agression plutôt. Mais il a toujours été dans ses convictions. Il a toujours été. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas évolué avec le temps. Ah bon, vous trouvez que je me trompe? Ah bon, dans l'expression. Ah oui, peut-être. Dans ce qu'il dit de Mélenchon. Il a évolué. Ah oui, il a évolué. Mais lui, dans sa conviction... Lorsqu'il a découvert l'importance du social, au début, c'était pas le cas. Hein. Il a changé. C'est vrai. Social. À un moment donné, il a compris que LFI faisait fausse route en oubliant l'importance du social. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et si je me suis permis de contredire notre animatrice emblématique. Oui. Très. Ça vous avez le droit, mais je le note quand même. Mais excusez-vous platement, quand même, il y a des choses, le crime de lèse-majesté, quand même. N'importe quoi. Je vous baiserai les pieds. Oui, avec plaisir. Et on fera des photos. Est-ce qu'on peut aller me chercher le défibrillateur, s'il vous plaît? Pierre-Yves Martin. Ça sent les vacances, je vous le dis, ça sent les vacances. Pierre-Yves Martin. On ne veut pas le savoir. Lorsque l'on parle de dissolution à l'Assemblée, on pense naturellement forcément à ce que ça va impacter. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je suis furieux par cette décision du président de la République. Je vous remercie. Mais je voulais pas aborder et partager ce sujet-là sur l'impact politique. Tout le monde en a parlé 1000 fois et mieux. Mais ce que je constate, c'est que depuis l'annonce de la dissolution, ça a un impact désastreux sur l'économie de la France. Les artisans, les commerces sont en berne, ne fonctionnent pas. Le mode de consommation s'est complètement assoupli. Alors je parlerai pas des entreprises qui partent en faillite. Sur le plan immobilier, les agents immobiliers reçoivent des appels pour annuler des promesses d'achat, des promesses de vente. Il y a un vrai impact sur ça. Alors qu'on soit indépendant, qu'on soit à la tête d'une entreprise, qu'on soit commerçant, je trouve qu'on oublie complètement ces impacts-là. Et j'en veux beaucoup à celui qui a pris cette décision, parce que une fois de plus, on a oublié de réfléchir sur quel impact au quotidien de notre vie ça va avoir, et qu'on soit de droite ou de gauche, force est de constater que sans économie, c'est un peu plus compliqué pour vivre. Olivier d'Artigol. C'est vrai que quand l'avenir est insécure, beaucoup de personnes peuvent reporter des décisions d'investissement. On verra par exemple l'impact sur les soldes d'été qui sont lancés aujourd'hui. J'ai vu passer quelques articles en disant qu'il faudra voir si le calendrier politique a une conséquence sur tout ça. Nous verrons bien, mais... Vous avez planté le décor. Francis Palombi, qui est le président de tous ces petits commerces, craint effectivement un ralentissement. Philippe Bilger. Ah oui, mais vous êtes d'accord. Qu'à prouver ce qui vient d'être dit. Écoutez, vous savez quoi? Les soldes, je les suis de très près. Oui, c'est ça. Et on va en profiter pour vous offrir un très joli cadeau.
puisque vous allez avoir la possibilité. Vous êtes bien sur la messagerie de Cécile, je suis pas là pour l'instant. Laissez-moi un message. Non, voilà, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous allez pouvoir assister au basket et on va vous offrir 2 fois 3 places. Donc 2 gagnants aujourd'hui pour le 4 août à 21h. C'est au stade Pierre-Mauroy à Lille. Et ce sera un match vraiment très fort puisque ce sera Australie-France en basket féminin. Évidemment, on sera tous derrière nos basketteuses qui avaient été très performantes il y a 4 ans au JO de Tokyo. Alors écoutez bien, c'est 3 fois 2 places et ce sera le 4 août à 21h. 2 fois 3 places. Oui, c'est ce que je n'ai pas dit. Voilà, le 4 août à 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille, offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel, puisque vous savez que vous allez avoir 3 places, mais vous aurez la possibilité d'emmener avec vous une personne en situation de handicap visuel dont vous allez vous occuper, et ça, on adore cette situation. Philippe Bilger, entre 1 et 10, un chiffre ? 4. Et vous, Pierre-Yves ? 4, 4e appel au standard et 8e appel au standard, 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel bonheur de revenir en votre compagnie dans Les Vraies Voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, vous avez entendu ce vous l'avez dit là. Olivier d'Artigol, lui il est plus modeste, Pierre-Yves Martin. Super. Et nous étions il y a quelques instants sur le tour de table de l'actu de nos Vraies Voix. Olivier d'Artigol, vous, votre actu, c'est mon billet. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Oui, je me pose une question sans avoir totalement la réponse et je suis intéressé d'avoir la réaction de nos amis. Le débat depuis 48 heures tourne autour des consignes de vote pour le second tour. Les nini ou des fronts républicains, faire barrage à un tel. Et j'ai passé quelques coups de téléphone autour de mon entourage, des amis. Vous avez un entourage oui, pas comme vous. Je suis pas seul, je suis pas comme un chien sans collier. Mais non, vous êtes très entouré. Et je me rends compte que les électeurs savent à peu près aujourd'hui, assez précisément, ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, il y a tout ce mondillo politique et médiatique qui fait beaucoup de mousse sur les prises de position, en convoquant le banc et l'arrière-banc, en solennisant excessivement l'instant. Mais en fait, les électeurs connaissent à peu près le paysage politique, l'offre politique. Ils ont aussi une réalité de circonscription qu'on ignore trop souvent. Ils connaissent les candidats, pour un certain nombre d'entre eux. Ils auront un paysage de second tour. Et ils feront ce qu'ils ont envie de faire en toute liberté, sans se dire tiens, un tel a quand même dit à la radio que. Donc je suis très dubitatif sur les effets, les conséquences réelles sur les comportements électoraux de toute cette médiatisation concernant le second tour. Philippe Bilger. Je suis absolument d'accord avec vous, Olivier, et pour une autre raison. C'est pas drôle. Et je vais tenter de le dire tout à l'heure dans le débat central qu'on va avoir. C'est dans le fait que on est moins attaché aux nuances de certaines contradictions qu'à des blocs cette fois-ci. Et donc, on a 2 extrêmes. Et on a un bloc central. Et donc, d'une certaine manière, la conviction se fait plus rapidement. Oui, Pierre-Yves Martin. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Moi je vais vous réveiller tout ça, vous allez voir. Non, je pense qu'il y a une. Je suis d'accord avec vous naturellement. Comment ne pourrais-je pas l'être? Mais il y a une différence au niveau de chaque corps électoral entre guillemets. Par exemple, le corps électoral du RN, j'ai l'impression qu'il est déjà très structuré, très soudé, qui s'exprime et qu'il suit une vraie orientation donnée par le parti. Chez la majorité entre guillemets présidentielle, chez les macronistes, il y a peut-être plus d'élasticité et donc du coup on sait pas trop ce que ça va donner ce deuxième tour. Il y a une dimension un peu exceptionnelle. Je suis d'accord avec vous sur les précédentes élections où personne n'avait vraiment besoin de suivre les orientations de tel ou tel parti. Mais là, comme il y a un contexte particulier, il peut peut-être y avoir une dynamique d'obéissance, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, mais et donc du coup, c'est peut-être la seule, d'ailleurs, je vois, pour ma part, c'est peut-être la seule chance du camp Macron de remonter la pente, c'est cette espèce de réveil de dernière minute, là, mince, je peux pas faire ça, entre guillemets.
Est-ce qu'on vote pour une figure comme les maires ou pour une étiquette à la députation ? Là, dans des scrutins aussi politisés, on vote pour un bloc, là, aujourd'hui. Mais dans ce bloc-là, il peut y avoir, bien sûr, des personnalités. On peut, y compris, le bloc peut être représenté par une candidature qui ne nous correspond pas. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a à la fois un vote très politique, et puis une adhésion ou pas à une personnalité, un tempérament, à un ancrage. Mais encore une fois, je suis persuadé que l'écrasante majorité des gens qui vont aller voter, ça va à peu près, selon les configurations, ce qu'ils vont faire pour le second tour. J'ai l'impression que les consignes de vote, à l'époque, feu les grands partis, on disait tous votez pour un tel, tout le monde votait pour un tel. Aujourd'hui, la puissance justement du parti politique d'aller au vote, est-ce que ça fonctionne encore ? Est-ce que c'est la droite, on voit que c'est pas trop ça, mais peut-être à gauche ? Moi, pardon, je trouve qu'il y a... C'est le docteur S-gauche des vraies voix. Je trouve, Cécile, que vous avez raison. Il me semble que la puissance des partis a diminué et que on y voit aussi une des conséquences de l'individualisation de notre société. Après tout, qu'il n'y ait plus de maître à penser ou à voter, ça me paraît plutôt une bonne chose. Non, mais sur le bloc de gauche, quand on a vraiment des familles politiques très identifiées à gauche, qu'on vient d'une histoire, on sait par exemple qu'au second tour on ne vote pas RN. C'est dans l'ADN, si vous voulez. Bien sûr. C'est d'ailleurs ce sur quoi c'est ce que, en tout cas, les contacts que j'ai. C'est d'ailleurs ce que par exemple, la CGT dans ses rangs a des votants. Non, mais là, je vous parlais vraiment d'un électeur, c'est vrai. Je ne dis pas que... Je ne parlais pas de la sociologie électorale. Je dis que quelqu'un très marqué à gauche, qui a voté à gauche dans sa vie, qui est engagé, etc. Bon, après, c'est ce que, d'ailleurs, le président a sous-estimé. Si cette coalition s'est constituée aussi rapidement, c'est justement sur ce ressenti. Merci beaucoup. Vous vouliez dire un truc ? Oui, que pour moi, enfin, en tout cas en termes d'histoire politique française, on a vu que dans les précédentes élections, un électeur d'extrême gauche pouvait passer à l'extrême droite et réciproquement. Il y a quand même une valse. Alors c'est peut-être plus vrai en 2024, mais dans les décennies précédentes, c'était vrai. Et après sur la gauche, il y a quand même il y a deux tendances qui sont particulières en 2024. C'est qu'il y a Glucksmann a quand même réussi à recréer quelque chose, une dynamique un peu à la surprise de tout le monde et de manière plutôt raisonnée, donc du coup c'est bien. Et puis il y a ce LFI dont on ne sait pas trop comment il va percuter le score électoral. Merci beaucoup, messieurs. Allez, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est Gabriel Attal et Jordan Bardella ainsi que Manuel Bompard qui se sont affrontés hier sur TF1, alternant entre querelles financières et catalogue de promesses. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que les débats influencent encore votre vote ? Est-ce que vous croyez aux promesses des candidats ? Et à cette question, qui vous a le plus convaincu dans le débat d'hier ? Vous dites Gabriel Attal à 6%, Jordan Bardella à 68%, Emmanuel Bompard à 26%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique, professeur de communication à Sciences Po. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question très courte et une réponse très courte. Dans ce type de débat, qu'est-ce qui est le plus important, le fond ou la forme ? Bonsoir. Alors la forme compte énormément parce qu'on a très peu de temps pour convaincre face à deux autres adversaires. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Vous voulez débattre avec Philippe Bilger, avec Pierre-Yves Martin et avec Olivier d'Artigol. Vous êtes les bienvenus. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin et Olivier d'Artigol. Et vous, au 0826 300 300, vous voulez débattre avec eux, vous êtes forcément les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle. Mais par contre, il y a des économistes qui l'ont fait à votre place, qui ont chiffré votre programme. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que votre programme, il conduirait à l'enrichissement des 10% les plus riches, au détriment des 30% les plus pauvres. Jordan Bardella nous propose un monde où on ne paye pas d'impôts jusqu'à 30 ans et on arrête de travailler à 60 ans, où en même temps on baisse les taxes et on augmente les dépenses. Qui paye dans votre
votre modèle, qui pèse dans votre modèle où on ne paye pas d'impôts jusqu'à 30 ans et on arrête de bosser à 60 ans et où en même temps on baisse toutes les taxes. Hier soir, donc, sur TF1, Attal, Bardella, Bompard, débat âpre entre politiques sur le pouvoir d'achat, les impôts, la retraite et l'immigration, notamment. Le Premier ministre et le président du RN remontent encore sur le ring jeudi soir, cette fois-ci sur France 2, avec le premier secrétaire du PS, et ce sera Olivier Faure. Parlons vrai, trouvez-vous les leaders politiques au niveau de ceux de la fin du siècle dernier ou du début de ce siècle? Est-ce que cette campagne, après celle des européennes, aura permis la mise sur orbite d'une nouvelle génération de personnalités politiques? Et à cette question, qui vous a le plus convaincu dans le débat d'hier, vous dites à 6% Gabriel Attal, à 68% Jordan Bardella et à 26% Manuel Bompard. Et Philippe Moreau Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table d'abord de nos vraies voix. Philippe Bilger. Je suis heureux, sans tomber dans un narcissisme médiatique, d'avoir pu dire tout à l'heure à quel point, de mon point de vue bien sûr, sur le plan de la forme, Gabriel Attal avait dominé, c'est trop dire, avait été le meilleur dans le débat, et malgré certains défauts qui peut-être lui ont permis de donner cette impression, interrompre sans cesse, et puis avec une vivacité intellectuelle montrer qu'il était capable de répliquer de manière brillante. Et c'est d'autant plus remarquable de sa part que, comme les auditeurs de Sud Radio semblent valider, sa cause n'était pas la meilleure. Il est toujours plus difficile de soutenir l'existant, alors que les oppositions ont un champ apparemment plus confortable. Ma seconde observation, c'est le fait que, en réalité, en dehors de citoyens compulsivement attachés à regarder tous les débats politiques, comme moi, par exemple, eh bien, je comprends qu'ils ne les regardent plus trop, ou qu'ils sont souvent déçus par ces débats, tout simplement parce qu'en réalité, ils estiment qu'ils sont déjà convaincus et qu'ils n'ont pas besoin de les voir. Et de fait, je pense que les débats, même celui d'hier, austère, aride, un peu pénible par moments, n'a pas convaincu, sauf au-delà de ceux qui l'étaient déjà, à propos de ces trois catégories fondamentales, les deux extrêmes bien sûr, et le bloc central. Pierre-Yves Martin. Oui, alors je suis d'accord avec les points que Philippe a soulevés. Moi j'ai une question. J'ai l'impression que depuis quelques années, ce type de débat télévisuel n'a plus d'influence sur l'électorat. J'ai l'impression qu'en fait, on continue à faire semblant, mais que les téléspectateurs ne prêtent plus grande attention à ces débats, même si hier soir il y a eu 5 200 000 auditeurs suivant l'audimétrie, ce qui est quand même un bon score, mais j'ai pas l'impression que ça imprègne. En tout cas, l'acte de regarder un débat télévisuel il y a 15-20 ans avait un vrai impact, un vrai rôle pour prendre ses décisions, ses positions. Ah ben je l'ai bien aimé, je confirme mon vote. Là j'ai l'impression que ça se passe complètement ailleurs, parce que les codes de communication ont complètement évolué, parce qu'on a des réseaux sociaux qui sont venus capter l'attention, et que finalement un débat sur TF1 ça sert moins ou plus à grand chose, alors que de faire le pitre en vidéo sur TikTok c'est beaucoup plus efficace. Olivier d'Artigol, qui ne fait jamais le pitre sur TikTok ni ailleurs. Non, et il y a l'après-débat, c'est-à-dire qu'il y a très rapidement les capsules réalisés par les uns et les autres pour mettre en valeur certains moments du débat, et puis ce qui se dit sur le débat. C'est-à-dire, en effet, 5 millions, c'est pas rien. Mais il y a aussi des personnes qui n'étaient pas derrière leur écran, mais qui au café le lendemain ou au boulot entendent dire ah ben tiens, là ça s'est plutôt bien passé pour un tel, ou ah tiens, Bardella a dit 66 ans à la retraite, ah bon, mais c'est pas ce qu'il proposait. Il y a l'infusion du débat dans la société, dans les jours qui suivent. Sur ce type de débat, il y a bien sûr la forme. Et il faut éviter le crash test sur un sujet, c'est-à-dire ne pas avoir la réponse, être à côté, perdre sa maîtrise. J'ai l'impression que hier personne a connu un crash test. Non.
Philippe Moreau-Chevrolet qui est avec nous, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Difficile de se faire une idée vraiment d'un programme dans un brouhaha tel que ce débat hier. Alors le programme, oui, c'était très difficile. On pouvait se faire une idée à peu près des personnages qu'on avait en face de nous. Donc le meilleur sur la forme, c'était très clairement Bardella, parce qu'il dominait déjà beaucoup la scène physiquement, par la voix aussi, il a cette présence. Le meilleur sur le fond, c'était Gabriel Attal, qui a d'ailleurs explosé Bardella façon pull sur cette idée de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ça a été vraiment très très douloureux pour Bardella. Et puis Manuel Bompard, il avait juste à être l'inverse de tout ce que LFI a fait depuis 2022. C'est d'être calme, posé et sur les enjeux. Donc il a gagné des points simplement en étant pas là où on l'attendait, en quelque sorte. Ouais. Philippe Bilger veut réagir. Philippe Moreau-Chevrolet, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, sur un point, sur la forme, je trouve que Jordan Bardella n'est pas dénué de talent, bien sûr, mais sa grande faiblesse par rapport à Gabriel Attal, c'est qu'on sent que il a encore une approche scolaire de l'oralité, c'est-à-dire qu'elle est très stéréotypée d'une certaine manière à la Chirac, mais il fera des progrès. Voilà un jeune homme qui a de l'avenir, c'est clair, mais je pense que Gabriel Attal, sur le plan de la forme, a en quelque sorte l'a emporté. Philippe Moreau-Chevrolet. Je suis pas d'accord avec ça, parce que simplement il y avait une différence de positionnement. D'abord, il le dominait vraiment physiquement. Les équipes de Gabriel Attal auraient dû travailler sur le positionnement des candidats, l'éclairage, éventuellement rehausser la hauteur de Gabriel Attal. Ça paraît stupide, mais c'est fait à l'étranger, dans toutes les démocraties, on travaille ça. Là, on travaille pas. Donc il se retrouve dominé, et puis là, il avait du mal à s'imposer parce qu'il était attaqué des deux côtés, Gabriel Attal. Ouais, c'est ce que je disais, le positionnement du milieu est compliqué. Voilà. Après, sa compétence était évidemment supérieure à celle de Bardella. Et il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Mais sur la forme, j'ai trouvé que Bardella était supérieur. Oui, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec Philippe Bilger. Il y a quand même chez Jordan Bardella quelque chose de trop mécanique, dont il n'arrive pas à se défaire malgré les exercices réguliers depuis l'élection européenne. Et face à cette mécanique, il y a quelque chose chez Gabriel Attal de plus délié, de plus souple dans l'argumentaire, et sur certains moments, ça s'est véritablement vu et ressenti. Même sur la façon dans le corps de ce qu'il envoie, c'est vrai que on voyait un Bardella très rigide en fait hier. Ouais, mais en même temps, Bardella, comme il a des bonnes vidéos sur TikTok, son capital sympathie-image, il est pour moi complètement préservé, quoi. Oui. C'est pas les mêmes qui regardaient TF1 hier. Je sais pas en fait. Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs. C'est très intéressant. Philippe Moreau-Chevrolet, vous qui êtes un éminent communicant, un consultant communication politique et prof de communication à Sciences Po. Quand on voit le président de la République qui fait des vidéos avec McFly et Carlito notamment, ce qui est quand même surprenant, est-ce que les réseaux sociaux, ça a ce poids aujourd'hui dans la politique, en ayant au moins pour partie remplacé les chaînes de télé? Oui, ça a du poids. Après, pas sur les mêmes personnes. Ce que vous venez de dire est très intéressant. C'est vrai que qui va regarder des émissions de télé de ce type? Plutôt des électeurs âgés. Alors c'est vrai que Bardella était rigide. Et puis c'est vrai aussi qu'il était beaucoup moins connaisseur des dossiers, beaucoup plus heurté que Gabriel Attal. Il y a aussi le fait que le programme du RN qu'on lui donne à réciter n'est pas au point, a été visiblement improvisé sur beaucoup d'éléments, donc ça pèse quand même dans son rendu et probablement aussi dans son aisance. Mais il y a quelque chose sur TikTok qui se crée, qui est de l'ordre du physique, du sexy, du absolument tout sauf politique. Et Bardella joue depuis le début, tout à fait délibérément, de vidéos qui sont sexy et pas politiques. Il crée une image. Pardon. Si j'étais véritablement le contradicteur de Bardella, par exemple, dans des débats politiques, on voit bien comment il pourrait déstabiliser. C'est-à-dire qu'il suit une ligne rectiligne,
prévisible et rien ne serait pire pour lui. On l'a vu parfois dans des débats avant les européennes que d'être contraint de se détourner de sa question de cours. Et ça, il serait très simple de le déstabiliser par des interrogations surprenantes qui l'obligeraient à inventer dans l'instant ce que généralement il apprend avant. Alors, il est certain qu'il n'est pas au niveau de débattre avec un Emmanuel Macron ou d'une façon générale avec un Jean-Luc Mélenchon ou un vrai senior. Mais là, pour l'instant, il a en face de lui des aspirants Premier ministre ou un Premier ministre en exercice qui sont tous juniors. Enfin, moi, je me mets à la place des électeurs seniors qui regardaient l'émission hier soir. Ils changent d'univers, quoi. Ça commence par les âges, l'émission commence par les âges. Et Gilles Boulot récite 28 ans, 35 ans, 38 ans. On est dans une période d'anxiété et de maximale, on va dire, dans le pays. Et on se réfère à eux et on les regarde comme étant peut-être l'avenir, quoi. C'est particulier, c'est à la fois réjouissant parce qu'il y a un transfert de génération totalement anxiogène. Mais est-ce que le niveau des politiques a baissé? Je vais vous avouer, il y a quelques temps, j'ai re-regardé les débats de 74 et 81, les deux, enfin Giscard, Mitterrand dans les deux cas de figure. Hein. L'un avait 48 ans, l'autre 58, et après, ben évidemment 7 ans de plus, hein, 55, 65 pour les deux débats. Mais on a l'impression d'être culturellement dans un autre univers par rapport à la jeune classe politique. Vous êtes d'accord ou je suis vraiment un vieux ringard indécrottable? Aussi, non, oui. Merci. C'est la culture générale qui fait la différence. Non, je pense que ce qui était véritablement un peu sidérant hier, quand même, il faut bien l'avouer, c'est qu'on avait le sentiment qu'aucun des trois n'avait vraiment de programme avec une lisibilité, des fondamentaux qui auraient été étudiés. Et on est dans une période de crise aiguë et moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu assis sur du sable quand même tous. Alors ce qui est terrible, pardon, je rebondis, c'est que les éléments de langage qu'on a entendus hier ont été entendus sur toutes les chaînes de télé, des différents députés à droite et à gauche, et on les a réentendus là. Donc on sent quand même que ça récite, parce que Jordan Bardella, quand on lui posait une question, il disait oui, je vais répondre, mais il allongeait son programme et il ne répondait jamais aux questions. Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai l'impression, pour rebondir sur ces sujets-là, qu'en fait, il y a effectivement pas de vision, pas de projet politique, parce que en 2022, il n'y a pas eu de programme de présenté par la majorité présidentielle. Et comme il n'a pas présenté de programme, il n'y a pas eu de débat d'idées. Donc du coup, ça fait depuis 2017 qu'on n'a plus de sujet de c'est quoi la vision de la France, comment on va avancer, etc. Et donc du coup, là, comme il y a eu un effet de surprise avec cette dissolution, personne n'a eu le temps les mentors qui font les projets politiques des partis n'ont pas eu le temps de bosser, il n'y a pas eu d'innovation. Et c'est dommage d'ailleurs pour LR, pour revenir sur le sujet précédent, parce que pour eux, ça aurait été une bonne façon de revenir dans le match. Par rapport à la réflexion de Philippe David, est-ce que ce que vous pointez pour la politique, au regard de l'exemple d'illustres anciens et des émissions politiques qui existaient à l'époque, est-ce que votre constat, on ne peut pas l'élargir à l'ensemble de la société? Est-ce que notre exigence vis-à-vis de la politique, on peut ne pas l'avoir pour l'ensemble de la société, que ce soit le monde médiatique, que le lien à la culture, c'est-à-dire que les politiques dans ce moment-là, cette nouvelle génération, est aussi le reflet de notre société. Absolument. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique. Absolument. Tout à fait, Thierry. J'aurais pu dire n'importe quoi, mais c'est absolument... Mais vous avez dit n'importe quoi. Ce qui ne change pas, d'ailleurs. Vous permettez que je dise au revoir. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et notre gagnant est avec nous, Dominique. Bonsoir Dominique. Dominique, vous êtes avec nous. Vous approchez du temps maximum autorisé pour le... Ah bah d'accord, on a perdu Dominique. Voilà, en tout cas c'est Dominique de Toulouse qui a gagné ses 3 places pour le basket et Patrick du Nord. Donc félicitations, ce sera pour voir Australie-France féminine lors des Jeux Olympiques au stade Pierre-Mauroy le 4 août à 21h. Et évidemment, allez les Bleus.
Et c'est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel, puisque vous allez pouvoir avoir la possibilité d'emmener une personne en situation de handicap. On est ravis de ce cadeau. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Pierre-Yves, Martin, merci Olivier D'Artigol pour tout. Et dans un instant, avec Philippe David, on reste ensemble, on va vous parler de la fast fashion. Faut-il s'en méfier? Je crois que la réponse sera oui dans un instant. À tout de suite.